Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de juste voir une introduction à ce que c'est des données en général. Donc, il n'y a pas beaucoup de notes de cours, c'est vraiment plus des discussions que nous avons eues en salle de classe. Alors, je vais passer au travers un petit peu des concepts qui ont été mentionnés, mais il y a vraiment pas eu de calcul ou des choses comme ça. Donc, la première partie, on a parlé juste de la définition en général. Sur des données, c'est des unités d'information qu'on recueille par l'observation. Fait que des données, c'est généralement numérique, mais pas toujours, comme ça pourrait être fait au papier crayon, etc. Mais habituellement, pour faciliter notre vie, d'habitude, on le fait de façon numérique. Fait que, on a jasé de qui utilise des données en général. Fait que des données, ça peut être utilisé par de nombreuses personnes, des entreprises. Ça peut être aussi, quand on regarde les services secrets, quand ça vient à la protection de la vie privée, etc. Donc, des données, ça peut être n'importe qui s'en serve. Puis, comment est-ce qu'ils sont recueillis? Ben, ça peut être soit par l'entremise d'un sondage, ça peut être fait de façon anonyme, ça peut être fait quelque chose par rapport à une expérience. Donc, il y a vraiment plusieurs façons qu'on peut recueillir des données. Puis, afin de les représenter, il y a vraiment plusieurs façons, mais souvent, on fait référence à des diagrammes ou à des graphiques. Fait qu'un des diagrammes qu'on utilise le plus, c'est le diagramme à bande. Donc, si on le regarde ici, ça serait une représentation d'un graphique. Je vais y revenir dans juste un instant. Donc, en salle de classe, on a parlé de comment est-ce que chaque industrie pourrait utiliser les données dans son lieu de travail. Puis, écoute, il y a un nombre infini de réponses possibles, mais comme tu sais, si on regarde spécifiquement à des entreprises, mettons, ils veulent avoir des données pour pouvoir savoir qu'est-ce qui pourrait réduire les coûts et augmenter les bénéfices de leur entreprise. Parce qu'au bout de la ligne, l'idée, c'est de faire plus d'argent. Donc, si on recueille des données, on est capable d'avoir cette information-là. Dans le domaine médical, on peut parler nécessairement de guérison, on peut parler d'identification de maladies. Fait qu'une prise de sang, c'est un recueil de données. On peut observer les données puis être capable de dire s'il y a quelque chose qui va moins bien dans le corps humain. En éducation, tout simplement, faire des recueils de données au sein de nos élèves pour savoir quelle sorte d'activité qu'on veut avoir, mais ça peut aussi être, si je regarde le testing provincial, le TPM, c'est un recueil de données que le gouvernement utilise pour essayer de voir où nos élèves sont situés au niveau provincial. Est-ce qu'on rejoint la norme provinciale? Est-ce qu'on est en dessous, etc. Et en dernier, lorsqu'on parle de gestion des ressources naturelles, ça peut être comme tout simplement, on pourrait mesurer le niveau de pollution dans l'air, mais on pourrait aussi dire comme, tu sais, est-ce que les ressources sont bien utilisées, à quel niveau est-ce qu'on utilise nos ressources naturelles, est-ce qu'on est en train de les épuiser, etc. Donc ça, c'est toutes des choses que les données pourraient nous aider. Alors, lorsqu'on parle de représentation de données, j'en ai parlé tantôt, un diagramme à bande, c'est habituellement utilisé pour les comparer. Donc, on regarde à ce diagramme-là et on se pose la question, est-ce que c'est une façon efficace de représenter cette situation? Donc, le résultat des tournois est à chaque équipe, combien de points qu'ils ont fait. Et la réponse à ça, c'est pas vraiment, parce que c'est vraiment pas clair. Tu sais, comme si j'avais à te demander quelle équipe a fait le plus de points, mais c'est pas clair si c'est celle-ci ou celle-là. Combien de points? Je ne sais pas, à peu près 33. Donc, il manque beaucoup de détails. Alors, un diagramme à bande, oui, ça peut être efficace, mais l'échelle doit être bien listée. Et potentiellement, c'est pas une situation où on aurait dû utiliser un diagramme à bande, peut-être un nuage de points, etc. Donc, on a parlé aussi par la suite de ce qu'on appelle des mégadonnées. Ça fait que des mégadonnées, c'est un domaine où on a des données qu'on analyse, mais sont trop volumineuses. Donc, on ne peut pas traiter ça par des logiciels d'application traditionnels. Puis, la taille des ensembles augmente constamment en raison de ce qu'on a dans nos poches, qui sont nos cellulaires. Fait que, une des choses qu'on a parlé, une situation de collecte de données, ça pourrait être tout simplement ta voiture. Donc, ta voiture, maintenant, a un ordinateur qui communique constamment avec l'entreprise, ce soit Honda, Ford, etc. Donc, tout ce que tu fais, ton entreprise est pas mal au courant, la vitesse à laquelle tu accélères, comment est-ce que tu freines, etc.
Donc, toutes ces données-là sont envoyées. Donc, qui fait la collecte? Bien, c'est souvent le propriétaire de l'outil. Tu sais, ça peut être aussi simple que TikTok. Tu sais, ça a été quelque chose qui a été bien qui a été controversé aux États-Unis parce qu'on l'avait aboli, on l'a ramené, etc. Donc, le TikTok, bien, qui fait la collecte de tes données personnelles? Bien, c'est TikTok. Donc, comment est-ce qu'on s'en sert de ces choses-là? Bien, les voitures peuvent se servir des données pour peut-être améliorer la qualité des voitures ou les rendre plus efficaces pour l'essence, sachant l'utilisation des utilisateurs. Mais quelqu'un comme TikTok, c'est des raisons peut-être un peu plus néfastes, mais c'est pour vendre ton information. Donc, ils pourraient vendre ton information à des entreprises. Donc, ils vont faire de l'argent, puis les informations en retour qu'ils ont vendues vont permettre aux entreprises d'afficher des choses qui t'intéressent. Donc, exemple, lorsque tu utilises ton téléphone et tu commences à faire quelques recherches, je ne sais pas moi, pour une clutch pour changer sur ta motoneige, ben tout d'un coup, la seconde, tu vas aller sur tes médias sociaux, il y a plein d'annonces des clutches pour des motoneiges. Ben, en général, c'est parce que tu as fait ça au travers de Google. Google a vendu ton information. C'est un algorithme, là, on s'entend, c'est pas quelque chose qui se passe comme entre deux personnes. Là. Ton information est vendue et donc, en retour, ils vont afficher sur ton écran les choses que tu cherches. Ce qui amène, est-ce qu'il y a des conséquences liées à des collectes de données? Bien, absolument, parce que autant qu'on pense que tout est sécurisé, c'est absolument pas sécurisé parce que ça veut dire que mon information personnelle pourrait facilement être vendue et à des compagnies qui ont peut-être des intentions plus négatives que quelqu'un qui veut juste me vendre une clutch. Là. Donc, la grosse inquiétude aux États-Unis avec TikTok, c'était justement ça, c'est est-ce que l'information qui va être vendue ou accumulée par une compagnie qui pourrait être reliée au gouvernement chinois, il n'y a pas de preuve à 100% à ça. Là. On ne joue pas dans le débat politique, mais c'est un exemple d'une situation de ce qu'il y a une conséquence, c'est que s'ils ont recueilli des millions de mégadonnées, il y a un potentiel à long terme qu'une des personnes pour qui on recueilli des données serait un membre qui serait haut placé au gouvernement à l'avenir. Donc, c'est un peu ça. Les conséquences, ils reviennent à des bris de notre vie privée. Notre location est tout le temps partagée. L'endroit où on est avec notre GPS, on a une façon de savoir où est-ce qu'on est en tout temps. Donc, ça aussi, ça peut être vu comme des conséquences. Donc, pour faire une acquisition des données, on les recueille au sein d'une population. Donc, on doit identifier c'est qui notre population pour être capable de recueillir des données. Donc, là, on regarde l'exemple, la ville souhaite savoir combien de familles avec enfants auront besoin d'une garde d'enfants pendant l'été. Donc, si je veux identifier c'est quoi la population, ben c'est les familles avec des enfants. Hein? Donc, je ne vais pas sonder une personne qui vit seule dans un appartement. Ça ne le concerne pas, cette situation ici. La cafétéria veut savoir ce que les étudiants pensent du nouveau plat de poutine. Ben, on va questionner les étudiants qui sont la population dans cette situation-là. Là, on regarde les élèves de 9e année ont mieux réussi leur premier test de mathématiques que les élèves de 10e année. Donc là, j'aurais potentiellement deux populations dans ma recherche parce que je regarderais les élèves de 9e année et les élèves de 10e année pour être capable de vraiment les comparer. Et c'est les tests de mathématiques que je vais utiliser pour mesurer mes données. Et encore, on peut dire la note médiane du cours de mathématiques 9e année est de 112%. Donc, ma population, encore une fois, c'est les élèves de la 9e année. Ceci dit, lorsqu'on parle d'un sondage, d'un recueil de données, on fait habituellement un échantillon. Okay? Donc, c'est une partie de la population qui va être questionnée et on va se fier à cette partie de la population-là pour être capable de généraliser toute la population. Parce que ça prendrait beaucoup trop de temps à questionner chaque membre de la population. Donc, habituellement, comme je regarde, si dans notre école, on ne veut pas questionner tous les 330 élèves, ben, on pourrait avoir un bon pourcentage de 9e année, 10e année, 11e année, 12e année. On pourrait respecter tous les genres et la diversité culturelle dans notre échantillon pour essayer de diversifier, de représenter le mieux possible l'école pour avoir une généralisation de ce qui va arriver. Un exemple de ça, ça pourrait être les sondages avant une élection. On parle toujours de, OK, les sondages, comment est-ce qu'ils s'en viennent? Ils ne questionnent pas tout le monde parce que ça, c'est l'élection. L'élection, c'est questionner tout le monde. Donc, l'échantillonnage, ben, c'est les gens qui ont été questionnés spécifiquement. Quand on questionne tout le monde, ou toute une population, on appelle ça un recensement.
Fait qu'un recensement, c'est une étude de toute la population. Puis, comme des exemples de recensement, ça peut être aussi simple que si j'ai une population petite, c'est facile à faire un recensement. Fait comme si notre classe, on voulait tout simplement savoir qui aime la pizza, ben je vais pouvoir faire un recensement de toute la classe parce qu'il y en a, mettons, je ne sais pas moi, 20. C'est facile. Mais si je voulais savoir qui aime la pizza au sein de l'école, puis j'ai une école de 1000 élèves, c'est pas vraiment une bonne idée de faire un recensement pour une chose comme ça. Mais une situation dans laquelle on aurait besoin de faire un recensement, ben, j'ai parlé d'élection. Une élection, c'est un recensement. Donc, tout le monde a le droit d'aller voter, toute la population. On peut avoir le débat que ça finit par être juste un échantillon qui vote pour vrai. Mettons, on fait des recensements au Canada, mais ça fait quand même un bout qu'on n'a pas eu. Là. On est en 2025 en passant. Donc, un recensement, c'est un sondage qu'on fait au sein de toute la population. Puis là, on cherche à mesurer des choses comme le niveau de langue. Donc, c'est quoi ta langue maternelle? Qu'est-ce que vous parlez à la maison? On peut parler de salaire en moyenne. Donc, on fait ça de temps en temps. C'est quand même très rare. Auparavant, c'était au 4-5 ans, mais ça fait un bout qu'on n'a pas eu. Donc, le recensement canadien, c'est aussi une autre situation de recensement. Mais généralement, on le fait au sein de petites populations. Aussitôt qu'on parle d'une grosse population, on va utiliser un échantillon. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec